Alexis Michalik, quand on observe le chemin qui vous a mené à ce statut de prince, de prodige du théâtre en France, comme le furent en leur temps Edmond Rostand, Georges Feydeau ou Sacha Guitry, eh ben on découvre que dès le départ, vous avez fait preuve d'une force de caractère et d'une acuité peu commune, d'une confiance en vous. Ainsi, en 2003, à l'âge de 21 ans, après avoir réussi le concours d'entrée au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, vous leur écrivez une lettre en annonçant que vous cédez votre place à quelqu'un d'autre. Voilà, tranquillement, sereinement, en ayant bien réfléchi. Je crois que c'est du jamais vu. Pourquoi avez-vous fait ça? Avez-vous pris cette décision? Et pourquoi aviez-vous passé ce concours? J'avais passé ce concours parce que j'avais envie d'aller au conservatoire, tout simplement. Et puis, pourquoi changez-vous d'avis soudain? Parce que je me suis rendu compte que, au fur et à mesure que je passais le concours, que c'était 3 ans sans travailler. Et puis, j'ai eu une discussion entre le 2e et le 3e tour, donc un peu avant la toute fin, avec le directeur de l'époque, Claude Stratz, qui est décédé depuis, et qui m'a dit: mais vous, je vois que vous travaillez déjà, vous avez un agent, vous bossez. Est-ce que vous n'allez pas nous lâcher au bout d'un an, ce qui serait dommage, parce que ça coûterait la place de quelqu'un? Et je dis: oui, j'entends ce que vous dites, c'est vrai, c'est un argument assez juste, et effectivement, j'ai très envie de travailler, mais bon, en même temps, si je m'arrête avant le 3e tour, on me dira: oui, mais tu dis ça parce que t'as pas eu le cons, quoi. Donc je l'ai passé, et puis une fois que je l'ai eu, je me suis dit: est-ce que j'ai vraiment envie de passer 3 ans dans une école, alors que là, j'ai envie de travailler, j'ai envie de faire mes trucs, j'ai envie de faire mes projets? Non. Donc voilà, je suis monté, j'ai écrit une petite lettre, et puis ils ont repêché un heureux gagnant. Donc le conseil est venu du conservatoire. C'est pas vraiment un conseil, mais c'était une vraie question, et effectivement, plusieurs choses m'ont poussé à ne pas y aller au final, mais sans rancune et sans avoir envie d'en faire quelque chose de méchant ou quoi que ce soit, ou d'arrogant. C'était vraiment une vraie question. En fait, souvent, quand on rêve de choses, on fait des rêves, et puis quand on les obtient, on se dit: est-ce que j'en ai vraiment envie au fond? Et voilà, c'était ça. Mais je l'ai jamais regretté, bien sûr, parce que par la suite, j'ai commencé à monter des spectacles, et puis ça s'est plutôt pas trop mal passé. Ça s'est plutôt pas trop mal passé, effectivement. Alexis Michalik, dans un premier temps, l'auteur en devenir que vous étiez s'est fait la main, je devrais dire la plume, sur de grands classiques que vous avez librement adaptés, de Beaumarchais à Shakespeare. Et puis en 2011, enfin, vous vous lancez. Vous écrivez une pièce ex nihilo, vraiment né de votre seule imagination, Le Porteur d'Histoire. Alors, vous craignez que ça fasse un bide, c'est un triomphe. Cette première pièce vous vaudra, comme la deuxième d'ailleurs, le Molière du meilleur auteur francophone vivant et le Molière du meilleur metteur en scène. En réalité, je voudrais savoir, une deuxième pièce, c'est plus difficile à écrire qu'une première? Ouais, beaucoup plus. Surtout qu'un premier succès. Parce que quand Le Porteur a marché et que ça a commencé à fonctionner, et je me suis dit: oulala, ça se trouve, je vais être l'auteur d'un spectacle qui marche, quoi. Et puis c'est tout. Et puis c'est déjà super, bien sûr, mais j'avais un petit peu peur d'être enfermé là-dedans, et ensuite de ne jamais parvenir à refaire quelque chose d'original et qui aurait du succès, et pour lequel les gens me diraient: ah, elle est bien cette pièce. Donc ça a été beaucoup plus long, le processus de maturation du cercle. Je crois que j'ai écrit 17 versions avant de... Non. Ouais, avant de commencer à répéter et puis même un peu avant, je me souviens d'une discussion avec mon producteur qui me disait mais où je lui disais: je pense que c'est moins bien que Le Porteur. Il me disait: mais tu sais, on n'est pas obligé d'y aller. Et puis j'avais quelque chose de: non, mais il faut que j'y aille. En fait, il faut qu'on la fasse. Et puis tant pis, on assumera, on verra si c'est pas bien. Tant pis. Et puis on est arrivé en répétition avec les acteurs. Et là, au premier jour de répétition, je me souviens de sortir et de l'appeler et de lui dire: ça va être une catastrophe. Vraiment, je suis pas du tout inspiré. Je sais pas ce que j'ai écrit. C'est nul, quoi. Puis il m'a dit: t'inquiète pas, demain ça ira mieux. Et le lendemain, on est retourné au boulot. Et puis finalement, on a commencé à chercher des solutions. J'ai commencé un peu à réécrire. Et puis j'ai commencé à trouver des idées. Et puis on a commencé à amener de la magie et de la vidéo. Et c'est devenu un spectacle qui était beaucoup plus visuel et familial que Le Porteur d'Histoire. Et au final, qui a eu un succès équivalent. Et tout ça s'est terminé avec des Molières plein les bras.